Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Un manifeste pour le collège, c'est le projet et le cri du cœur de notre invité. Dans cette première partie d'émission, on parlera refonte des savoirs fondamentaux, meilleure cohésion en milieu scolaire avec Jean-Pierre Véran. Des portraits d'athlètes à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de la capitale. C'est le thème de l'ouvrage Vie en jeu avec son autrice qui sera avec nous sur ce plateau. Comme chaque vendredi, on retrouvera l'agenda de Loïc Landreau avec pour thème au menu de cette semaine, les parcs et jardins en fête dans toute la France, la nuit blanche avec pour thème l'ultramarin et bien sûr la foire de Nancy. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Cette journée de vendredi a été marquée par la déception et l'attente pour des milliers de lycéens, l'attente de Parcoursup. À 19h hier soir, la première phase d'admission n'a pas fait que des heureux, loin de là. Sur les 950 000 élèves qui attendaient leur affectation, ils sont très nombreux à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux. Malgré une bonne moyenne générale, ils sont en attente sur tous leurs vœux. Et même si l'embouteillage s'est résorbé tout au long de la journée, même si des places se sont libérées, la polémique autour de l'algorithme de Parcoursup ne cesse d'enfler. Sophie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, s'en est défendue ce matin sur RMC. Aujourd'hui, non, ce n'est plus opaque. Et d'abord, Parcoursup, et ça je tiens à le dire, ce n'est pas un algorithme. Parcoursup, derrière, ce sont des commissions de vœux avec des gens, des enseignants-chercheurs qui regardent les dossiers, je dirais comme avant. Et Parcoursup, c'est une plateforme où les équipes rentrent les résultats des étudiants, des élèves, par rapport à leur dossier. Et Parcoursup, il y a maintenant de l'humain. On a essayé d'accompagner au mieux. Il y a encore des progrès à faire et on y travaille. Mais on a amélioré la transparence sur les critères. Chaque formation a une fiche avec tous les critères. On a raccourci le temps d'attente, ce fameux temps que l'on va vivre ce mois. Au début, c'était 107 jours. Aujourd'hui, on est autour de 40 jours sur la période que ce temps d'attente, je précise pour... Mais du côté des élèves comme de leurs parents, c'est l'incompréhension et l'angoisse qui prédominent. Je vous propose d'écouter Dalila. Son fils, Naël, a 14 de moyenne générale et pourtant, il est en attente depuis hier. Ce qu'on peut constater, c'est que le système d'affectation n'est pas forcément clair. Il est quand même surprenant de voir qu'un bon dossier puisse se retrouver si loin sur une liste d'attente. Le manque de transparence, de personnalisation peut être décourageant, mais non seulement pour les élèves, mais aussi pour nous, parents qui accompagnons nos enfants. Peut-être que le système pourrait être amélioré pour mieux reconnaître le travail et le mérite de chaque élève. En tout cas, on l'espère. Et pour éclairer bien cette situation, nous avons la chance d'avoir un spécialiste maison. Oui, vous le connaissez forcément, Guillaume Ouattara, chroniqueur du Grand JT d'éducation, qui est expert Parcoursup depuis le lancement de la plateforme. Et il a expliqué ce matin en vidéo pourquoi tant d'élèves restaient sur le carreau. Si vous êtes sur liste d'attente partout sur Parcoursup en ce moment, sachez que c'est normal. J'ai vu passer aujourd'hui beaucoup de tweets, de TikTok un peu inquiets de personnes qui se retrouvaient partout sur liste d'attente. Je vais vous expliquer en moins d'une minute à quoi c'est dû. Sur Parcoursup, vous ne triez pas vos vœux. Donc concrètement, vous pouvez être admis à plusieurs formations à la fois. Alors qu'avant, dans l'ancien système, on classait nos vœux et on ne pouvait avoir qu'une seule proposition d'admission. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne peut avoir plusieurs propositions d'admission. Et donc, une personne qui a un bon dossier, toutes les formations vont avoir envie d'elle. Donc, elle va se retrouver prise partout. Et à l'inverse, tous les gens qui ont des dossiers un petit peu moins bons, ils vont se retrouver sur liste d'attente partout. Et vous savez quoi ? La clé, c'est la patience. Il faut attendre que les bons dossiers libèrent des places. Et comme ça, vous aussi, vous allez remonter. Alors, pas de panique, c'est pas que vous êtes mauvais, mais c'est juste que l'algorithme n'est pas fut-fut. Courage donc à tous ceux qui sont en attente. Les places devraient continuer à se libérer dans les jours qui viennent. Oui, ça se joue sur plusieurs jours, effectivement, et les places se libèrent et il faut se reconnecter sans cesse. Vous évoquiez Sylvie Retailleau à l'instant. La ministre est également revenue sur les actes antisémites dans le supérieur. 244 incidents ont été recensés ces derniers mois dans les universités partout en France. 17 enquêtes administratives ont été diligentées puisque les autorités ont pu en identifier les auteurs. Sylvie Retailleau qui constate et qui confirme que les étudiants juifs ont peur d'aller en cours.
nous avons, et ils nous le disent, des étudiants juifs qui ont ce sentiment, effectivement, de ne pas être les bienvenus. Et ça, c'est intolérable. L'université, comme toute école et tout endroit du savoir, doit être un lieu où nos étudiants doivent être accueillis sereinement. Ils doivent venir en sécurité sereinement. Et donc, combattre des faits, il faut le faire, c'est intolérable. Combattre un climat, on le voit aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Et je peux vous dire que tout le monde se mobilise pour le faire. C'est pour ça aujourd'hui, nous n'avons pas de fac bloquées. Les facs comme Sciences Po ou autres, c'était quand même une minorité d'étudiants qui bloquaient ces facs par rapport à une majorité d'étudiants qui ont pu tous passer leur examen. Les examens se sont passés en France. Il faut savoir qu'à peu près, c'était 1800 étudiants sur nos 3 millions d'étudiants en France qui ont fait ces blocages. Et sur un tout autre sujet, un rapport de l'inspection générale de l'éducation nous apprend que le dédoublement des classes n'a des effets que très modestes sur la réussite de nos enfants. C'était pourtant une mesure phare du gouvernement pour permettre aux élèves en difficulté d'avoir un meilleur accès à l'éducation dans des classes de 12 maximum. Mais effectivement, ce rapport nuance les bienfaits du dédoublement des classes de CP et CE1. Et figurez-vous que c'est une étude qui a été remise en avril 2023 à Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation, et qui n'avait jamais été rendue publique par ses successeurs jusqu'aux révélations du journal Le Monde aujourd'hui. De façon générale, si des éléments positifs sont repérés concernant les apprentissages des élèves bénéficiant d'un enseignement en classe dédoublée, force est de constater que tous les bénéfices attendus de cette mesure ne sont pas encore obtenus aujourd'hui. C'est la conclusion de ce rapport. Mais ces auteurs n'appellent pas à la suppression de ce dédoublement, mais plutôt à un meilleur déploiement. De leur côté, les professeurs des écoles pointent une nette amélioration de leurs conditions de travail et d'études des élèves grâce à un meilleur climat dans la classe. Donc voilà, malgré des effets limités pour l'instant en termes d'apprentissage, les auteurs du rapport concèdent qu'ils n'ont, je cite, sans doute jamais vu de réforme ou de mesures du ministère bénéficiant de tels retours positifs des enseignants concernés. Et on termine avec la journée mondiale sans tabac et des mesures concrètes pour limiter la consommation de cigarettes chez les jeunes et chez les moins jeunes. Un rapport du Sénat qui propose d'augmenter le prix du paquet de cigarettes de 5% chaque année jusqu'en 2040. Chaque paquet coûterait alors 25 €. Mais selon Pierre Rouzeau, tabacologue à Toulouse, cette augmentation progressive ne modifiera pas le comportement des fumeurs. Le fumeur a besoin de fumer, il ne fume pas par plaisir. Il fume par nécessité. S'il n'a pas sa cigarette, c'est sa drogue, il est malheureux, il souffre. Il faut une augmentation drastique. Si on veut être vraiment efficace, c'est 20%, 50%. Mais c'est mini-augmentation, c'est ridicule. Ce matin, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, était sur France Inter. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement en termes de santé publique. Pour elle, bien plus que l'augmentation des prix, c'est une politique globale qu'il faut mener. Moi, je pense que l'augmentation des prix peut potentiellement dissuader, mais ce que je vois aussi, vous savez, moi, je suis une élue de terrain, je suis élue à Reims, à 2 pas de la Belgique, je vois bien comment les choses se passent. Donc, les prix, c'est dissuasif. Les prix, c'est dissuasif, mais ça ne suffit pas. Il faut que chacun se rende compte des conséquences du tabac sur la santé de nos concitoyens. C'est ça le sujet. Et selon une étude de Santé publique France, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie que l'on fume le plus. Viennent ensuite le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. C'est dans les Outre-mer que les taux sont les plus bas. À savoir qu'entre 2010 et 2021, l'Agence nationale a constaté que 6 régions de l'Hexagone ont connu une baisse significative du tabagisme. Il s'agit de la Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val de Loire, des Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Loïc. En finir avec la ghettoisation et les méthodes réactionnaires au collège public. Ce sont les mots de Jean-Pierre Véran dans son manifeste pour le collège qu'il a coécrit avec Roger François Gauthier. Il est l'invité de la première partie de cette émission. Bonjour Jean-Pierre Véran. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été enseignant, vous êtes co-auteur avec M. Gauthier d'un manifeste pour le collège paru au comité universitaire d'information pédagogique. Alors depuis, on dit 50 ans, parce que c'est un terme assez large, mais en tout cas de nombreuses décennies, les différents gouvernements ont voulu réformer le collège. Et je vous cite, tous ont échoué à le faire faute de poser de vrais
terme de sa démocratisation. C'est vrai que la démocratisation du collège, c'est un terme qui revient souvent dans ce manifeste pour le collège. Le Premier ministre veut à nouveau s'attaquer au collège, l'homme malade du système, c'était les mots employés, en prenant ce fameux choc des savoirs, et on va en parler ensemble, qui ne serait pas, dit-il, réactionnaire. Mot, effectivement, corroboré aussi par la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Alors évidemment, ma question, forcément, c'est en quoi serait-elle pas réactionnaire, ou plutôt serait-elle réactionnaire selon vous? Voilà, bien écoutez, effectivement, la question du collège, vous l'avez souligné, est évoquée depuis des dizaines d'années. Il s'est passé quelque chose de très important dans les années 70, au moment où on a créé le collège unique. C'était la première fois qu'on envisageait en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, au même moment, de faire les mêmes études à toute une génération. Alors qu'auparavant, certains s'arrêtaient à la fin de l'enseignement primaire. Là, le collège devenait le collège pour tous, toute une génération. Et le ministre René Haby, qui a porté cette réforme du collège unique, disait lui-même que si on voulait ouvrir le collège à tous, on ne pouvait pas donner les mêmes enseignements à tous que ceux qu'on donnait à une toute petite minorité des élèves d'avant 1975. Et cette question-là, on a passé sous silence. On a décalqué les programmes du collège sur la formation qui se donnait dans les lycées généraux. Et par conséquent, on a confronté les élèves de tous les milieux, y compris les milieux populaires, à des programmes qui étaient faits pour une future élite universitaire. Et par conséquent, le collège continue d'avoir une fonction de tri qui fait que l'essentiel du collège, actuellement, toujours, c'est de faire en sorte que certains puissent s'envoler, comme le disait le ministre Attal, au-delà des programmes, alors que d'autres ne sont pas censés décoller. Ce qui n'est pas du tout égalitaire, évidemment, ce qui n'est pas la vocation, bien sûr, de l'école et de l'apprentissage de manière générale. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le collège conduit objectivement à des formations qui peuvent être de type général, de type technologique ou de type professionnel, mais les enseignements du collège ne sont faits qu'en fonction du lycée général. Ce sont les mêmes professeurs en lycée général et en collège. D'autant plus que ce serait comme une sanction, en plus, d'emmener les enfants vers le lycée professionnel. Or, le lycée professionnel n'est absolument pas une sanction. Absolument. Mais dans la mesure où les élèves qui sont orientés vers l'enseignement professionnel le sont non pas sur la base d'une réussite, mais sur la base d'un échec dans les disciplines générales, beaucoup d'entre eux vivent cette orientation comme un verdict négatif. Ils ne sont pas bons pour aller au lycée général. Alors on va en parler parce que beaucoup de notions très importantes que vous venez d'évoquer en introduction effectivement de cet échange. Je rappelle le manifeste que vous avez donc coécrit avec M. Gauthier, un manifeste pour le collège par le comité universitaire d'information pédagogique. On parle de à la fois effectivement mixité sociale et scolaire. On parle de ce fameux choc des savoirs voulu par Gabriel Attal notamment et aussi la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. On a aussi une dernière réforme qui a été évoquée il y a peu de semaines, c'est la réforme du brevet, ou du moins, en tout cas, le fait que le brevet devienne obligatoire pour pouvoir passer, du coup, au lycée. Est-ce que c'est aussi vécu comme une sanction pour de nombreux élèves? Mais écoutez, c'est fort clair. Il y avait, jusqu'à la fin des années 50, un examen d'entrée en 6e. De façon, effectivement, à faire le tri à la fin de l'enseignement élémentaire pour n'avoir au lycée, puisque le lycée commençait dès la 6e, n'avoir que des élèves qui étaient dignes de faire cette scolarité générale. Eh bien, 40 ans après, ou 60 ans après, 60 ans en fait, 60 ans après, qu'est-ce que fait le ministre là? Il déplace l'examen d'entrée en 6e à l'examen d'entrée en seconde. C'est-à-dire que le collège, maintenant, c'est l'école commune, en gros, pour toute une génération. Et à la fin du collège, il instaure, ce qui n'avait jamais existé, un examen d'entrée au lycée. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'objectif, l'obsession même, je dirais, est de faire le tri et d'empêcher au maximum les élèves de poursuivre leur chemin. Alors justement, on va en parler de ce tri dont vous parlez, ce tri à la fois avec les savoirs fondamentaux dont on parle tout le temps, donc les maths et le français, et l'oubli des autres disciplines. Ça fait effectivement l'objet, et je n'ai pas sous les mains parce que j'ai pas encore réussi à avoir l'édition papier, j'ai lu l'édition effectivement numérique, mais effectivement c'est l'objet de plusieurs chapitres et c'est vraiment vécu tout au long du récit. Cette idée, et que j'ai ressentie moi-même en tant qu'élève,
relève, effectivement, quand j'étais au collège, de toujours se concentrer sur 2 ou 3 matières essentielles et en oublier le reste. Oui. C'est ce qu'on retrouve. Alors, si vous voulez, c'est assez extraordinaire. Ça, depuis plusieurs années, notamment depuis Jean-Michel Blanquer, qui le premier a dit « l'essentiel, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui ». Il a repris cette trilogie « lire, écrire, compter ». Et disant cela, beaucoup de gens se disent « ah bah oui, c'est effectivement les fondamentaux de Jules Ferry ». Pas du tout. Jules Ferry lui-même disait « ce que nous considérons comme l'essentiel, ce n'est pas lire, écrire, compter, mais c'est tout le reste. C'est l'éducation physique, c'est la leçon de choses, etc. etc. » Parce qu'il disait « avec le lire, écrire, compter, on fait une instruction ». Alors que ce que l'école républicaine a comme ambition, c'est d'offrir aux enfants du peuple une éducation libérale. C'était les mots de Jules Ferry. Eh bien, on est plus d'un siècle plus tard, 150 ans plus tard, et il y a une sorte de régression avec cette idée qu'il y a des savoirs plus importants que les autres. Il y a ces disciplines qui sont en tête de bulletins scolaires, le français, les mathématiques, et le reste, peu importe. Parce que de toute façon, pour les enfants qui sont dans des milieux d'origine favorisés et culturellement favorisés, eh bien, pas de problème. Ils y arriveront toujours. Mais pour les enfants de milieux populaires, les priver de cela en leur disant pour vous, c'est les fondamentaux. Et leur dire, comme l'a dit le Conseil supérieur des programmes dans sa note sur le collège, on va faire 2 parcours séparés entre ceux qui font le parcours d'excellence en quelque sorte et ceux qui font le parcours basique. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Évidemment, de façon manifeste, le collège à 2 vitesses. Ce n'est plus du tout l'école commune, ce n'est plus du tout la culture commune. On sépare les enfants dès la 6e. Oui, vous faites allusion au groupe de niveau. Alors effectivement, Gabriel Attal et Nicole Belloubet insistent sur le fait que c'est pour soutenir justement et aider les élèves qui sont en difficulté et propulser, donner de l'élan, comme vous le disiez. Quel était le terme exact ? S'envoler au-delà des programmes. Faire envoler les enfants au-delà des programmes pour ceux qui sont dans la réussite. Est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est une imposture ou est-ce que réellement vous pensez que on pourrait quand même d'un autre côté, d'une manière peut-être différente, pouvoir aider ces enfants qui sont en difficulté par d'autres biais? Mais si vous voulez, la question de fond, c'est de se dire... la question qui n'est pas posée et qui fait que justement on va dans l'impasse parce que ce qui va être mis en place là avec le choc des savoirs, ça ne va donner aucun résultat positif. On le sait déjà parce que on continue de bricoler sans rien changer à l'économie générale du système. Si on veut changer les choses, il faut que la formation des collégiens soit beaucoup plus diversifiée, qu'il n'y ait pas que les disciplines générales, qu'on puisse apprendre des savoirs professionnels, qu'on puisse apprendre des savoirs de la vie concrète, qu'on puisse développer les capacités artistiques, etc. Et à devenir citoyen. Et aussi, vous le dites, pardon, je me permets d'ajouter, mais surtout l'idée de pouvoir construire effectivement un sens à la fois critique des choses et d'apprendre à avoir l'esprit critique. C'est aussi ça la notion de l'école. Mais oui, alors si vous voulez, là aussi, c'est très intéressant, la dimension de l'éducation démocratique. Nous sommes actuellement, le collège est gouverné en France de façon, non pas comme un établissement autonome, un établissement où on fait confiance au collectif pour avancer, mais on lui envoie des directives depuis le ministère. C'est vertical. Et vous ferez des groupes de niveau. Et ça ne se discute pas, en avant-marche. Alors que les établissements sont en principe en autonomie de ce point de vue-là. Et en revanche, ce qu'on passe complètement... Alors, le discours qu'on tient aussi, c'est évidemment, il faut de l'autorité. Alors, l'autorité, oui. Mais l'autorité dont on parle, en fait, c'est l'autoritarisme. Et on ne cherche pas à développer l'éducation démocratique, la formation à la démocratie. On pourrait imaginer qu'effectivement, dans les collèges, on instaure, pour apprendre concrètement la démocratie, le fait qu'il y ait des conseils de gouvernement collégiens, dans lequel il y aurait les représentants de la direction de l'établissement, les représentants des personnels et les représentants des élèves. Vous voyez, nous sommes dans le collège, il existe des collèges, des comités de vie collégienne. Ces comités de vie collégienne, ils peuvent être encore aujourd'hui nommés et non pas élus par les collégiens. Vous vous rendez compte qu'on considère encore les collégiens non pas comme apprenant la culture démocratique, mais on le considère comme
impropres finalement à cette culture-là. Et donc on peut les désigner au lieu de les faire élire. C'est comme si on leur versait finalement du lait à boire sans qu'ils aient le choix de le boire, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Et donc en fait, vous prenez aussi cette idée effectivement de développement de la confiance en soi et de la confiance par rapport à nos élèves français, à nos petits citoyens, à nos futurs citoyens. Absolument. Alors écoutez, c'est pas un hasard. Moi je suis membre professionnel du laboratoire Bonheur de l'université Paris-Cergy. Bonheur, c'est s'occuper effectivement du bien-être de ceux qui apprennent et du bien-être de ceux qui enseignent. Et là, en fait, si on fait la comparaison aussi avec d'autres systèmes éducatifs, on se rend compte que le collège français, par rapport, par exemple, à l'équivalent allemand, dans le collège allemand, la dominante, c'est ce qu'on appelle des micro-attentions, c'est-à-dire qu'on s'occupe du collectif et de chacun individuellement, en essayant effectivement de viser son épanouissement, l'épanouissement collectif et l'épanouissement individuel. Alors qu'en France, on est plutôt encore par le système, non pas par la responsabilité des personnels, mais parce que le système fonctionne comme ça, sur des micro-agressions. Vous parliez tout à l'heure de l'orientation. L'orientation, effectivement, quand on vous dit « tu n'es pas bon, tu es en échec, tu ne peux pas aller au lycée, donc tu vas aller en lycée professionnel », mais c'est quelque chose de très violent. Alors justement, à propos de l'orientation, vous dites qu'il faut sortir de l'idée selon laquelle la décision d'orientation, en fait, appartiendrait non, effectivement, au sujet, mais davantage à l'institution publique. C'est vrai que l'enfant n'a pas son mot à dire. Absolument. Et alors ça aussi, dans le choc des savoirs, parmi les mesures proposées par Gabriel Attal, parce qu'il a présenté ça au mois de décembre dernier, il a dit « je veux redonner aux professeurs le pouvoir de la décision d'orientation ». Alors que la décision d'orientation, qui a été toujours une décision institutionnelle, il y a eu la mise en place progressivement de procédures de dialogue. Il devait y avoir effectivement un dialogue avec la famille, avec l'enfant. Et là, on revient à l'idée, c'est l'école qui décide. Alors que nous sommes en 2024 et qu'on devrait avoir comme objectif effectivement de rendre la personne responsable de ses choix. Est-ce que justement, pour rejoindre votre idée, le fait de ne pas responsabiliser suffisamment les élèves tend à les rendre davantage, victimes de leur propre destin, ou si je peux dire, non pas acteurs de leur propre destin, plutôt. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, les dés sont pipés. Quand on entre au collège, il y a ceux qui ont tous les atouts en jeu pour réussir, et pour eux, il n'y aura pas de problème. Et puis il y a ceux qui n'ont pas ces atouts, et le collège, au lieu de leur donner des atouts, va, tout au long du chemin, leur montrer qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ont du mal, qu'ils n'ont pas la fameuse moyenne, etc. etc. Et par conséquent, on arrive au fait que certains sont heureux au collège, parce qu'effectivement, pour eux, ça marche. Et puis, il y a tous ceux, et il faut penser qu'il y a quand même plus d'un tiers des élèves qui sont orientés en enseignement professionnel. Alors, certains d'entre eux, c'est effectivement de leur choix, c'est une volonté, et tant mieux. Mais pour d'autres, et une majorité d'entre eux, ce n'est pas de leur choix. Et donc, ces enfants à qui on n'a jamais donné l'occasion d'exprimer leur talent, à qui on n'a jamais donné l'occasion de faire autre chose que des enseignements académiques, eh bien, ils vivent la scolarité au collège avec ce qu'on appelle un phénomène de décrochage progressif. Et c'est ce qui explique que certains ne sont pas en mesure de vivre positivement leur scolarité au collège. Et puis cette logique de tri dont vous parliez depuis le début, en fait, qui se fait uniquement, finalement, par les notes, par la moyenne. Absolument. Absolument. Alors déjà, la moyenne, ça ne veut rien dire. Mais si vous voulez, c'est assez extraordinaire de voir que dans notre système scolaire, et de façon générale, pas seulement au collège, il y a une sorte de mythe de la moyenne. Et la moyenne, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit 10, c'est la ligne de flottaison. Vous êtes au-dessus de 10. Vous flottez, pas de problème. Vous êtes en dessous de 10, vous coulez, donc vous ne pouvez pas passer. Et cette logique-là ne dit rien sur ce que les élèves savent faire. Un élève qui a la moyenne, on ne sait pas si c'est parce qu'il est très bon en maths et mauvais en histoire, etc. On n'en sait rien puisque la moyenne mêle tout. Donc on ne sait pas ce qu'il a appris, mais on sait qu'il est, en gros, il a la ligne de flottaison ou pas. Et ce système-là, il est profondément injuste, profondément malsain. Mais c'est très pratique. Et quand on discute avec des professeurs ou avec des parents, la première chose qu'ils vous disent, ils vous disent « mais la note, c'est très bien, c'est très clair, la moyenne ».
C'est lumineux, effectivement. On est à la ligne de flottaison ou pas. Mais qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on a appris? On n'en sait rien. D'autant que là, on parle de savoir académique, mais on ne parle pas du tout, effectivement, on appelle ça souvent des compétences psychosociales, mais effectivement de ce que l'on est, c'est-à-dire de notre capacité à pouvoir réfléchir, à pouvoir répondre, à pouvoir avoir un sens critique, ce dont on parlait, ou d'autres, effectivement, des capacités manuelles. Pourquoi pas? Voyez, les arts. Exactement, mais dans la réforme du brevet qui est préconisée dans le choc des savoirs, là aussi, le brevet, c'était une espèce d'objet hybride dans lequel il y avait d'une part des épreuves, il y avait d'autre part le contrôle continu sur les disciplines académiques, et puis il y avait la validation du socle commun. Et quand on parle de socle commun, effectivement, c'est un socle général de savoir et de culture où on ne parle pas que des savoirs strictement scolaires. Eh bien, le ministre a été très clair, dans le nouveau brevet, il n'y aura que les disciplines scolaires et les notes des disciplines scolaires. Exit le socle commun. Et le socle commun, bien sûr, va être réécrit, mais va être réécrit à partir des disciplines scolaires. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'on inverse complètement la logique. L'idée du socle commun, c'était on va définir un objectif de culture commune et chaque discipline va, par elle-même et en collaboration avec d'autres, dire ce qu'elle peut apporter à l'accès à ce socle commun. Eh bien là, on dit non. Ce sont les disciplines qui vont constituer le socle commun. Donc on revient au système d'avant. C'est pour ça que j'ai du mal à ne pas dire que cette réforme n'est pas réactionnaire. J'entends tout à fait. La révolution doit passer, selon vous, par un nouveau curriculum. Alors forcément, curriculum, c'est un mot qu'on n'emploie jamais, à part lorsqu'on donne son fameux curriculum vitae, c'est-à-dire son CV. Alors ça veut dire quoi? Alors c'est assez curieux, parce que dès qu'on sort de France, le mot curriculum, il est partout. L'Écosse, l'Allemagne, etc. ont fait des curriculums. Donc, pourquoi on parle de curriculum? Le curriculum, c'est le parcours de l'élève. C'est-à-dire qu'en France, on part toujours des programmes. Il y a les programmes scolaires et l'élève, il est censé et son bulletin scolaire, en fait. Bulletin scolaire, voilà, c'est ça. Alors que le curriculum, c'est toute l'expérience que l'élève fait dans son parcours de formation, à la fois dans l'établissement et ailleurs. Quand vous allez, par exemple, en Ontario, au Canada, un élève, pour avoir l'équivalent du diplôme du baccalauréat, il faut qu'il ait fait 40 heures minimum de bénévolat dans une association. C'est-à-dire qu'on considère que pour valider la formation du secondaire, du second degré, il faut que l'élève il ait appris aussi à agir dans la société. Vous voyez? Et ça, en France, évidemment, on est sur une autre planète. On n'a pas du tout cette préoccupation-là. Donc promouvoir justement les actions de bénévolat pour tous les élèves, peu importe l'âge, enfin à partir de la 6e. Mais bien sûr. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, mais effectivement, il y a des collégiens en Écosse, par exemple, ils passent du temps hors de l'école pour aller faire des actions sur l'environnement, etc. Alors que chez nous, tout ça est considéré comme périphérique. Sortir du système des coefficients, peut-être pour les notes, parce que lorsqu'on sait souvent que maths et français sont coefficients 5, 6 ou 7, enfin je ne sais pas en fonction des disciplines, mais et d'autres comme éducation physique et sportive, ou peut-être, je ne sais pas, les langues, auront un coefficient bien inférieur, peut-être mettre tout à égal. Ça, effectivement, les coefficients, ils recouvrent la hiérarchie des disciplines, qui fait qu'effectivement, il est considéré comme plus important, y compris dans un conseil de professeurs, comme un conseil de classe. Le professeur de mathématiques ou le professeur de français ont plus droit à la parole que le professeur d'art plastique. Pourquoi? Ça mérite d'être interrogé. Donc ça, effectivement, c'est une chose aussi à repenser. Vous voyez, mais notre système est en quelque sorte marqué par une sorte de représentation naturelle de ce qui est en fait des constructions. Tout ça, ça a été construit, le choix des disciplines, leur hiérarchisation. Et c'est comme si on reconduisait d'année en année, de réforme en réforme, les mêmes choses. Et alors, on essaie de bouger un peu les choses à la marge sans que ça change sur le fond. Et donc, on a toujours les mêmes difficultés. Merci beaucoup Jean-Pierre Véran d'être venu sur le plateau du Grand JT pour nous parler de votre livre, le Manifeste pour le collège, paru au Comité universitaire d'information pédagogique. Vous pouvez bien sûr le commander sur Internet et le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vous l'avez coécrit avec monsieur, rappelez-moi son prénom. Roger-François Gauthier. Voilà, Roger-François Gauthier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT, Jean-Pierre Véran. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite.
retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Églantine Chénaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et illustratrice de Vie en jeu, leur flamme éclaire l'histoire. C'est paru chez Vent d'Ouest. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce roman graphique que j'ai trouvé absolument génial. On parle bien sûr d'olympisme, mais on parle aussi de culture et d'histoire. Pourquoi vous aviez envie d'écrire ce roman graphique ? Alors la genèse de ce livre, en fait, à l'été 2021, c'était les derniers JO de Tokyo, et c'est la première fois que mes enfants pouvaient suivre un peu en direct les épreuves à la télévision. Et donc on les a regardées en famille, et rapidement, le soir, en lieu et place de l'histoire traditionnelle, ils ont commencé à me demander des petites histoires sur les Jeux Olympiques, sur des grands champions, voilà, sur des anecdotes. Et moi, j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, j'ai toujours suivi les Jeux Olympiques, mais de façon pas non plus passionnée des bandes, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher pour eux. Et quand l'été s'est terminé, j'ai continué à chercher parce que j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Et surtout, je me suis arrêtée sur des personnalités singulières, sur vraiment des vies, et pas seulement sur les éditions elles-mêmes des Jeux Olympiques. Alors on va en parler évidemment de ces athlètes, de ces personnalités que vous citez, ou dont vous racontez évidemment le destin, mais dès les premières pages, on parle de l'histoire effectivement. Alors vous voyez, c'est sous forme de bande dessinée très éclairée, c'est hyper malin, c'est bien fait, c'est bien écrit, on apprend plein de choses. On sait qu'effectivement les Jeux Olympiques ont débuté en Grèce antique, mais on ne sait pas forcément tout le reste, et on l'apprend ici de manière remarquable. Comment vous avez fait pour étayer vos différents votre bande dessinée ou roman graphique? Recherche. Je pense que j'ai mis 1 an de recherche déjà pour choisir tous les athlètes, parce que donc comme je disais, je les connaissais pas vraiment, et puis plus je cherchais, plus il fallait faire un choix. À la fin, je pouvais pas, ou alors j'allais faire une encyclopédie, mais c'était pas le même projet. Et pour l'histoire, il y a quand même pas mal de livres, d'ouvrages qui ont été faits sur l'histoire des Jeux Olympiques. L'idée, c'était juste de le condenser pour, comme vous disiez, faire juste un préambule et ensuite arriver aux Jeux modernes, qui était vraiment ce qui m'intéressait et ce qui permettait de développer toute l'histoire du XXe siècle jusqu'à nos jours. Alors l'histoire du XXe siècle jusqu'à nos jours, elle est extrêmement dense, forcément beaucoup d'athlètes formidables, beaucoup d'athlètes qui ont marqué l'histoire, d'autres peut-être un petit peu moins. Comment vous avez fait le choix justement de ces athlètes, de ces sportifs? Ça a été hyper difficile, hein. Ce que je vous disais, c'est qu'il fallait en mettre de côté certains. Ce qu'il fallait déjà, je voulais absolument une parité, voilà, qui est donc là il y a 8 hommes et 8 femmes. Qu'il y a une diversité dans les nationalités et dans les disciplines, que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir, des biographies, pour pouvoir vraiment étayer l'histoire, et que chacun donne évidemment leur histoire soit liée intimement aux Jeux Olympiques, mais aussi qu'elle donne à voir quelque chose de la société de l'époque qui est traversée, et que ce soit l'évolution sociétale, technologique, que ce soit les conflits mondiaux qu'on traverse à chaque fois. Et puis, pour finaliser mon choix, j'ai privilégié les histoires qui étaient singulières, mais qui pouvaient se répondre à différentes époques. Donc, pour voir un peu, je sais pas, par exemple, je pense qu'on voit bien la place de la femme dans le sport, des femmes, la façon dont ça a évolué entre le tout début où le baron Pierre de Coubertin disait que les femmes étaient juste là pour applaudir l'athlète mâle dans son exercice, et ensuite on passe à Betty Robinson, qui est la première athlète à avoir été médaillée en athlétisme au JO, et elle a dû payer son trajet pour pouvoir aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Et on va jusqu'au dernier portrait, qui est celui de Simone Biles, la grande gymnaste américaine, qui aujourd'hui est une femme puissante, forte, avec une inspiration, qui inspire énormément, qui a une influence incroyable. Alors, en ouvrant ce livre, évidemment, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va parler de Marie-Josée Pérec? Parce que elle m'a beaucoup marqué, cette athlète, cette grande sportive. Et oui, fort heureusement, elle y apparaît, et plusieurs pages lui sont consacrées. C'est absolument génial. Un petit mot quand même sur son parcours. Alors Marie-Josée Pérec, on est de la même génération, je crois, et donc en effet, elle nous a marqués. Je crois, en tout cas, moi je parle d'un point de vue personnel. C'est quand on était ado, dans les années 90, on n'avait pas beaucoup de femmes fortes, puissantes, qui étaient mises en lumière.
Et elle, cette nana-là, incroyable, déterminée, magnifique, qui a vraiment inspiré, je pense, les petites filles, les ados de notre génération. Et donc je savais que j'allais faire un portrait sur elle dès le début. Je crois que c'est la première athlète que j'ai choisie avant d'écrire. Et donc Marie-Josée Pérec, elle est née en Guadeloupe et elle a été repérée complètement par hasard pendant un cours de sport parce que voilà, elle courait un peu bien et tout. Et puis, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée aux Jeux Olympiques. Elle a été triplement médaillée d'or. Et notamment à Atlanta, elle a réussi le doublé olympique en gagnant la médaille d'or aux 200 et aux 400 mètres, ce qui n'avait jamais été fait. Et voilà. Et ensuite, ce qui m'intéressait aussi dans son histoire, c'est que en 2000, au Géo de Sydney, on attendait son duel avec Cathy Freeman, qui était athlète aborigène, et portait la flamme à ce moment-là, en plus à Sydney. Et Marie-Josée Pérec, elle a été victime d'un... Enfin, elle a été harcelée un peu dès le départ quand elle est arrivée. Elle a été mal accueillie et elle a eu peur. Et donc, elle s'est enfuie. Et elle a été vraiment... elle a subi un déchaînement médiatique terrible. Alors, je me permets d'ailleurs, vous l'écrivez très très bien justement, page 112. Dégage, on va t'exposer, on va te buter. Là, j'ai craqué, flanché, disjoncté. Je me suis souvenue de Nancy Kerrigan, championne de patinage agressée avant les JO par l'entourage de sa concurrente, qui s'appelait Harding à l'époque. Monica Seles, poignardée. Bref, de toutes ces femmes, effectivement, qui ont vécu. Et on voit au travers de ces personnages que vous relatez, dont vous relatez l'histoire et le destin, toujours en fait cette lutte permanente, cette lutte soit pour sortir d'un milieu, soit une lutte pour aider les siens aussi, des enfants qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas de quoi se nourrir et qui en fait sont 10 à chercher un moyen de pouvoir survivre et qui finalement survivent aussi par le sport et par l'olympisme. Ben oui, franchement c'est très très bien résumé, c'est vrai. C'est à chaque fois, en fait, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Vie en jeu. C'est qu'il y a pour tous ces athlètes un peu une question de survie, donc portée par ce rêve commun, qui n'est pas toujours d'ailleurs un rêve de gagner des médailles, mais simplement de participer aux Jeux Olympiques pour différentes raisons qui leur sont très personnelles. Et dans le cas de Marie-Josée Pérec, ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais fait donc surtout son portrait, je l'avais tourné autour de ce déchaînement médiatique qu'elle avait subi et sur le fait qu'elle est la première à avoir un peu parlé de la question de la santé mentale qui est prégnante aujourd'hui. Mais j'ai été passée complètement à côté de son vrai combat à elle et j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc elle m'a mis ça en lumière. On a pu étoffer le portrait grâce à elle. C'est qu'en fait, elle voulait gagner, faire quelque chose de fort. Donc, il ne s'agissait pas d'être deuxième. Enfin, il fallait être première et réussir ce doublé olympique pour être mise en lumière et pouvoir défendre la cause des Noirs. En fait, c'était son combat personnel, mais elle ne parlait pas, elle ne communiquait pas. Alors aujourd'hui, elle commence à le faire un peu plus. Mais à l'époque, on ne lui donnait pas énormément la parole et ce n'était pas ça en fait, qui l'intéressait. Elle voulait juste courir, elle voulait que ça suffise et mettre en lumière ça et pouvoir représenter les gens à qui on ne donne pas la parole. Et parler du sexisme dans le sport aussi. Jesse Owens aussi, parlait évidemment de ségrégation, bien sûr, dans le sport et autres. On n'a pas le temps malheureusement, mais beaucoup effectivement de grandes figures sont listées. On parlait ensemble juste avant l'antenne de Lise Artel aussi, dont on parle peu, mais on a peu de temps. Dernière question qui vraiment me semble importante quand même, c'est à la fois un livre pour les plus jeunes et aussi pour les plus grands. Moi, je me suis passionnée à le lire, c'est vraiment remarquable. Mais quel est le message que vous voulez délivrer aussi à ces jeunes qui lisent Vie en jeu, leur flamme éclaire l'histoire ? Qu'en fait, on n'a pas besoin d'être le meilleur, de vouloir absolument abattre les autres, mais que le fait d'avoir juste un rêve, de donner le meilleur de soi-même, et cette détermination-là, elle peut soulever des montagnes et surtout ne pas hésiter à débattre, en fait, d'enclencher le débat, de ne pas rester
cloîtrée avec ses idées, aussi farfelues soient-elles, parce que honnêtement, il y a plein de ces athlètes-là qui, à leur époque, ont vraiment bousculé les codes et on n'aurait pas donné cher de tout ce qu'ils ont soulevé, alors qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très importants. Donc de parler, de débattre et d'aller au bout de ce qu'on a vraiment profondément envie de faire, en donnant le meilleur de soi-même. Merci beaucoup. Merci Églantine Chénaud d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vie au pluriel, vie en jeu. Leur flamme éclaire l'histoire. C'est paru chez Vent d'Ouest et je vous le recommande vivement, chaudement même. Merci mille fois. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, on commence avec les rendez-vous au jardin organisés par le ministère de la Culture. L'occasion de profiter de la nature, bien sûr, près de chez soi et tout au long de ce week-end. 21e édition de cet événement européen qui vous propose de découvrir ou de redécouvrir gratuitement des parcs et des jardins de votre région. Plus de 2200 lieux ont ouvert leurs portes au public l'année dernière, dont 400 pour la toute première fois. Il y aura des centaines d'animations qui seront proposées pour éveiller nos 5 sens, puisque c'est le thème de cette édition. Des ateliers pédagogiques, des dégustations insolites, des promenades acoustiques, des ateliers de plantation, des fabrications de bouquets de fleurs, etc. Et si vous êtes dans le département de l'Eure, par exemple, voici ce qui vous attend. Voilà, c'est très joli et toutes les infos sont sur rendez-vous-au-jardin.culture.gouv.fr. Et bah si c'est joli, si joli. On continue avec la Nuit Blanche 2024. Dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien, l'Île-de-France, mais pas que, va proposer plus de 200 expositions, concerts et performances gratuites pour tous les âges. Donc c'est donc intergénérationnel et surtout... C'est ultramarin. Oui, exactement. Avis à tous les noctambules et avis aussi à tous les amateurs d'art sous toutes ses formes. Il y aura forcément une animation près de chez vous. Cette année, donc vous l'avez dit, l'événement met à l'honneur les territoires ultramarins. C'est la mosaïque des cultures, de langues et de traditions des pays et territoires d'outre-mer qui vont être mis en lumière à travers une programmation très riche. Par exemple, au Centre Pompidou, le festival d'Angoulême va avoir carte blanche. Il va faire se rencontrer la musique et le dessin de bande dessinée. Ça va donner lieu à des concerts dessinés, des chanteuses et des chanteurs qui seront accompagnés de dessinateurs et qui vont proposer des performances et des œuvres uniques. À la Cinémathèque française, la nuit va être consacrée à Georges Méliès, le père du cinéma, avec une super exposition sur la façon dont il a créé les premiers effets spéciaux visuels. Le musée Picasso va proposer des visites immersives, des happenings en lien évidemment avec l'œuvre du peintre espagnol. Il y aura aussi un concert symphonique à l'Institut de France et à Rueil-Malmaison. C'est tout près de Paris. Par exemple, au parc des Bords de Seine, la nuit sera consacrée aux Jeux Olympiques avec des concerts, des animations sportives autour des disciplines présentes au JO, des ateliers créatifs aussi pour les plus jeunes. Bref, pour tout savoir, direction le www.paris.fr/nuit-blanche-2024. Vous tapez Nuit Blanche 2024 dans Google, ce sera encore plus facile. Et donc vous retrouvez tous les événements aussi dans les territoires ultramarins. Oui. Et ce sera donc la plus longue nuit blanche de l'histoire avec tous les fuseaux horaires. Oui. Merci beaucoup. Décidément, vous ne perdez jamais donc une occasion de nous emmener dans votre ville natale. Oui. Je me disais, c'est pas possible qu'un agenda, il n'y ait pas quelque chose qui se passe à Antibes. Bien sûr, 29e édition des Voiles d'Antibes. C'est un événement qui est une institution dans la ville. Au programme, des régates avec des voiliers d'exception, des expositions, des concerts, de l'artisanat, des séances de dédicaces et plein de surprises. Voici quelques belles images de l'édition 2023 des Voiles d'Antibes.
L'événement est gratuit et il y aura même, je sais Virginie que vous aimez les démons de minuit et aller danser le jerk, il y aura un concert des années 80 pour clôturer l'événement dimanche. Voilà. Génial. On va se régaler ou pas? Ben oui, moi j'adore. On termine avec la Foire Expo de Nancy qui commence demain. Et jusqu'au 9 juin prochain, avec plein d'animations pour les enfants. Une exposition Playmobil, un bateau pirate grandeur nature et une exposition Pirates des Caraïbes où ils pourront rencontrer le sosie officiel de Jack Sparrow. Il y aura aussi un village des sports pour découvrir évidemment les épreuves des prochains Jeux Olympiques. Il y aura des spectacles de drones, du rétro gaming, des jeux de société, une ferme pédagogique entre autres. Et pour les parents, près de 450 exposants, des artisans, des inventeurs, des producteurs locaux et des rencontres avec des stars. Figurez-vous qu'il y a Didier Barbelivien qui sera en dédicace, tout comme la coach vocale de la Star Academy Adeline Tognuti et Willy Rovelli qui est animateur radio et télé. Bref, un beau moment à passer à Nancy toute la semaine, notamment pour les fans de Didier Barbelivien. Merci beaucoup Loïc. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invitée est l'actrice Louise Monod. Si tu veux bien, on va attaquer la partie qui est vraiment consacrée spécifiquement à l'école. Ouais. Pour toi, ça remonte un petit peu, mais tu es maman de 2 enfants. Oui. Donc, quel regard, toi, tu portes sur l'école française aujourd'hui? Alors, je me suis beaucoup interrogée sur la question parce que je savais qu'elle me serait posée. Mais alors, c'est le moment. Non, en réalité, c'est l'examen. Non, mais en réalité, je crois que je suis pas assez informée. J'ai pas un avis vraiment sur l'école. Je peux dire ce que je pense moi par rapport à mes enfants. Ouais. Et bon, il y en a une qui est en maternelle et l'autre qui est en CP. Donc, puis elles ont leur école chacune, l'une à côté de l'autre. Donc déjà géographiquement, c'est quand même l'idéal. Voilà. Mais moi, je suis assez satisfaite. Elles sont dans une école publique, donc je ne suis pas cherchée à les mettre dans une école Montessori ou quoi. Pour l'instant, je les ai laissées là où on était affiliés par rapport à notre quartier. Et je dois dire que je suis vraiment contente, en tout cas cette année pour ma grande, parce que je me rends plus compte de la scolarité sur ma fille qui a 7 ans. J'aime beaucoup sa maîtresse. Je trouve que c'est très. Je trouve que c'est important de mettre du cadre. Et mais même dans mon métier, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui te met dans un cadre et après que tu es libre dans le cadre, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que quand tu as trop de liberté, parfois c'est pas génial non plus. Donc, et même dans l'éducation, enfin dans tout, je trouve que c'est important. Donc elle est cadrée. Elle est cadrée. Et puis la communication avec nous est très bien faite avec les parents. Sur le programme, les devoirs, ce qu'il y a à revoir, tout ça, je trouve ça très bien fait. Et puis à un moment donné, parce que ma fille participait pas trop en classe et elle a demandé à revoir. Ouais. Réservé, évidemment pas à la maison, mais et pas avec ses copines non plus. Mais je pense qu'elle a le respect de. Ouais, elle est très respectueuse de sa maîtresse, tout ça. Donc je pense qu'elle ose pas. Alors qu'en fait, on est là pour se tromper, pour apprendre et que c'est ce qu'on dit. Elle a peur de mal faire. Je pense qu'elle n'ose pas. Ouais. Et moi, j'étais assez comme ça aussi, finalement. Mais c'est bien parce qu'elle était présente. Bon, j'imagine que c'est toujours comme ça. L'élève est présente, on en parle devant la maîtresse et pour savoir comment elle peut être aidée, accompagnée au mieux à l'école et à la maison. Donc, et puis, une fois, il y a une histoire, pas de harcèlement, mais ma fille s'est plainte de quelqu'un et tout de suite, on m'a contactée, par exemple. Parce que c'est compliqué, justement, l'école en ce moment pour ces jeunes générations. Un climat anxiogène, harcèlement, violence, les réseaux sociaux. Oui, mais alors ils n'ont pas l'âge encore. Mais est-ce que c'est déjà quelque chose dont tu parles? Non, j'en parle pas. J'essaye déjà, nous, de nous éduquer à ne pas avoir toujours nos téléphones, notamment à table et tout. Mais oui, parce que je dis, sinon, on n'est pas crédible. Le jour où on leur dira, arrête avec ton téléphone, ils vont nous rire au nez. Tu sais déjà à quel âge tu te dis qu'elles auront le droit d'avoir un téléphone? Non, je sais pas. Et là, je m'inspire des gens autour de moi. Je regarde un peu dans ceux qui m'inspirent, bien sûr. Est-ce que c'est 12 ans, 13 ans? Est-ce que c'est au début pour te joindre? Juste étant... Je ne sais absolument pas à quel point on peut... donner un téléphone, enfin si, tu peux donner un téléphone où il y a une carte et j'imagine aucun réseau social. Moi, j'aimerais que ce soit le plus tard possible, en vrai. Donc c'est pas d'actualité de toute façon pour moi. Non, mais au jour le jour, moi. Hein. Je suis, voilà. Comme pour ta carrière. Ouais, un peu. L'école de demain, tu la vois comment? C'est-à-dire est-ce que tu la vois dans X années? Ça ressemblerait à quoi? Est-ce que ça serait futuriste? Est-ce qu'on reste dans le cadre? Plus traditionnel ou plutôt... Je sais pas ce vers quoi on tend, en vrai. Comment moi, j'aimerais que ce soit, sinon. Toi. Mais non, c'est vrai que je trouve que... Mais, encore une fois, en tout cas,
pour mes filles qui sont jeunes, il y a beaucoup de sorties scolaires. Je trouve qu'elles font quand même de l'art plastique, de la peinture. Il y a quand même des activités en dehors juste de la scolarité pure et dure que je trouve assez bien équilibrées. Mais c'est vrai qu'on n'est pas le pays où on fait le plus de sport, de choses. Quand je vois dans les pays nordiques où le temps est très partagé. Et... Tu penses qu'il faudrait un petit peu plus encore partager le temps ? Avec des activités pratiques. En tout cas, ce serait bien de tendre vers ça. Je pense que les enfants, ils ont besoin d'un équilibre, surtout si à côté, ils n'ont pas la chance de faire des activités. Et c'est bien qu'à l'école, au moins, il y en ait. Ouais. On note. C'est parfait pour nous. Okay. C'est déjà la fin de l'émission, Louise. Ça passe très vite. Merci d'avoir partagé tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Et tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Vos camarades de l'époque, ceux qu'on rencontre aujourd'hui, ils ont tous des métiers. Parfois, ils gagnent très bien leur vie, dites-vous, en tout cas bien au minimum. Mais ça ne suffit pas à les rendre heureux. Pour certains d'entre eux, il y a un petit côté quand même, on m'a mis sur des rails. Et je ne peux pas dire que j'ai une moche vie, mais ce n'est pas vraiment une vie que j'ai choisie. Oui. Ça, c'était la découverte. C'est-à-dire que moi, je ne les avais pas revus depuis 27 ans. Et donc, je suis allé à la rencontre à partir de ces images. Parce qu'il y avait ce questionnement-là qui me trottait dans la tête. C'est-à-dire, que sont devenus ces élèves qui ont vécu la filière professionnelle ? Comment ils l'ont vécu ? Moi, je l'avais vécu avec un sentiment de honte. Et j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Effectivement, là où ça m'a surpris, c'est que eux, certains, effectivement, comme je le dis dans le documentaire, gagnent très bien leur vie, sont plutôt heureux, puis d'autres... Vous dites c'est même plus stable et moins précaire que de faire réalisateur. Voilà. Ils s'en sont économiquement, en tout cas, sortis de manière plus stable. C'est ça, c'est sûr. Mais surtout, par exemple, il y a Aydin, c'est vrai que c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup touché à l'époque. C'était votre assistant à la mise en scène à l'époque. C'était à la fois l'assistant, mais il était aussi... Il savait bien parler aux autres, il lisait beaucoup de philosophie, voilà, il était plutôt beau parleur, il dégageait quelque chose, il avait une sorte de charisme, voilà, qui dit aujourd'hui, oui, je regrette finalement de ne pas avoir fait des études de psycho, on m'a mis là, c'est le cours de la vie, alors aujourd'hui je gagne mal ma vie, voilà, je ne vais pas raconter le documentaire, mais voilà, il y avait quand même un sentiment chez lui... Oui, une petite déception, mais pourtant pour moi il avait quand même réussi quelque chose, quoi. Quelles sont selon vous les grandes questions, les grands sujets qui agitent aujourd'hui la communauté éducative, peut-être la vôtre, les élèves, les enseignants aussi, et puis les parents dont vous avez parlé, avec qui vous échangez quotidiennement. Vous qui connaissez l'innovation, l'enseignement et la formation comme votre poche, qu'attendent-ils de l'école d'aujourd'hui et de demain en matière numérique ? Alors, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ce serait difficile de résumer, mais si on fait un bref tableau, en fait, il s'est quand même passé pas mal de choses ces derniers temps, avec une accélération croissante. On a eu Internet, Wikipédia, etc. Puis plus récemment, il y a eu le Covid, la pandémie qui a fait basculer tout le monde dans l'enseignement en ligne. On s'était à peine remis de cette crise sanitaire, et je dirais une crise pédagogique, que en fait une autre surgit avec ChatGPT en novembre 2022. Donc, je crois que dans la communauté enseignante, majoritairement, on est conscient de changements importants et en revanche, il faut justement accompagner cette communauté enseignante dans ces changements, comprendre ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, comment s'emparer de la technologie pour être le plus efficace. Ce sont des questions qui se posaient beaucoup, notamment avec la pandémie, on le disait tout à l'heure, mais évidemment avec l'IA, qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie qui est, contrairement à la plupart des technologies, en fait, ce que je veux dire, c'est que les technologies étaient des technologies d'adoption. Vous voyez, l'école se demandait comment on allait adopter les écrans. Là, l'intelligence artificielle n'a pas à être adoptée, elle est arrivée, elle est là. Les enseignants s'en sont déjà emparés, les élèves aussi. Et la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Quel est le rôle des parents aujourd'hui ? Est-ce qu'il est parfois difficile de les embarquer justement dans ce rôle de co-éducation ? Alors, si vous m'aviez interviewé il y a 10 ans, je vous aurais dit on a embarqué les profs dans l'expérience numérique. Parce que c'était les profs qui posaient les bonnes questions d'ailleurs, mais qui parfois étaient des freins à l'intrusion du numérique dans les écoles. Aujourd'hui, on doit embarquer les parents, qui sont extrêmement prudents, réservés sur certains... le bouge ta classe... Parce qu'ils ne connaissent pas aussi, parfois. Il y a un peu d'ignorance là-dessus, il y a une méconnaissance. Le bouge ta classe, on a quand même
comme on dit, conférencer un petit peu avec les parents pour leur expliquer pourquoi on ne sera plus en présentiel comme ça, en ligne, avec quelqu'un un petit peu au-dessus et d'autres qui regardent le prof un peu médusé. Là, ce sont des groupes de travail. On leur explique que plus tard dans la vie, ils travailleront probablement comme ça. Le Covid a dû changer pas mal de choses aussi pendant la période période a changé Covid. beaucoup de choses. Le Covid a changé beaucoup de choses dans les mentalités des gens. C'est-à-dire que il y a une prévention, une précaution qui se sont démultipliées depuis le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, c'est devenu extrêmement compliqué. Alors, c'est Muriel qui est la CPE du lycée qui s'occupe aussi des questions d'orientation. C'est-à-dire, voilà, c'est l'échange avec Valentin, quoi. Et effectivement, moi, je trouvais ça intéressant de montrer à quel point, voilà, ils sont pris dans un système qui est Parcoursup, qui rend les choses de plus en plus compliquées. Et notamment pour les lycéens professionnels. Et encore plus. Valentin réfléchit à STAPS, si je me souviens bien. C'est ça. Alors il hésite. Il est en foot et stand-up déjà. Voilà. Et ça a évolué au cours de l'année. Au début, c'était comédien. Après, il voulait faire STAPS, enfin du sport, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont, je pense, encore plus pris au piège à cause de Parcoursup que nous à l'époque. Voilà. Moi, finalement, je m'en suis sorti un petit peu grâce au cinéma, grâce aux rencontres. Mais aujourd'hui, il faut que les jeunes s'accrochent, quoi. Ouais, au cinéma, en commençant par faire un job de gardien de décor. Ouais, j'ai fait c'est ce que vous racontez au début. J'ai fait plein de boulots, plein de petits boulots, dont ramasser des pêches, mais j'ai été un jour pris. En ski dans la région, en Ardèche. Voilà. Dans la Drôme en face, c'est pas mal comme job. Ça va. Mais j'ai été pris en tant que gardien de décor sur un tournage, et c'est comme ça que. Mais à côté de ça, j'écrivais mes courts-métrages, j'écrivais des documentaires, voilà. Donc j'avais ces petits métiers à côté. Comment vous voyez concrètement l'avenir de cette technologie dans ce secteur qui là aussi est en plein bouleversement ? Alors, il faudrait pouvoir avoir une boule de cristal pour dire à quoi tout ça va ressembler. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je serai quand même prudent, loin des grandes déclarations, parce que finalement, depuis 100 ans, on s'efforce de déclarer comme ça que la technologie va révolutionner l'enseignement. J'évoquais tout à l'heure André Tricot, mais si ma mémoire est bonne, en fait, leur ouvrage commence avec cette remarque de Thomas Edison qui nous dit, quand on est en 1913, que bientôt, à cause du cinéma, à cause des films, en fait, les livres deviendront obsolètes. Donc, on a toujours envie ou en tout cas, on a souvent envie de voir la technologie comme étant disruptive. Toute l'histoire du XXe siècle devrait, presque, oui, un quart du XXIe siècle maintenant, devrait nous inviter à la plus grande prudence. Alors, pour autant, on le sait, l'IA a le potentiel de transformer l'école, mais est-ce que ce sera le cas ? Je pense que ce sera long. Mais ce qui est certain, c'est que ça devrait augmenter le gain de productivité, parce qu'en fait, vous voyez, si vous avez votre IA sur votre ordinateur, vous pouvez très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, générer du contenu. Vous pouvez lui demander de générer des idées pour vous, pour essayer aussi d'ailleurs de battre en brèche vos propres biais, avec les biais de l'IA par exemple. Vous pouvez lui demander de vous suggérer des idées. Comment on fait sous tous ces arbitrages ? Effectivement, vous mettez plein de choses en place, mais j'imagine qu'il y a une dimension budgétaire. Oui. Et que le budget n'est pas extensible, et qu'on vous demande de faire des économies. Oui. Même si vous tenez vos budgets, mais que l'État ne tient pas à ses budgets. Oui, on connaît absolument. Nous, on n'a pas le droit, l'équation. vous le savez, de produire un budget en déséquilibre. En déficit, contrairement à l'État. Nous, on est obligé d'être à zéro. Ouais. Enfin, au pire. Oui, au pire à zéro. À -1, on est retoqué par celui qui donne des leçons de morale et qui ne... Exactement. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Voilà. Politique, mais c'est sorti. C'est ça, oui, c'est sorti. C'est ça. Oui, ce sont des arbitrages. L'école, l'éducation, c'est la priorité de notre mandat. On y met le paquet, comme on dit. Avec... C'est combien en pourcentage il y a plusieurs lignes, parce que on a le sport, on a l'éducation, on a la culture, on a l'apprentissage, l'innovation, le numérique. Alors là, comme ça, il faudrait faire une addition. Mais c'est beaucoup. Et c'est juste un peu devant le social, les affaires sociales. On donne à peu près un demi-million, 500 000 euros au CCS, qu'on appelle le CCS, c'est-à-dire le Centre d'Action Sociale de la Ville.
ville. Donc oui, c'est quand même un investissement important. D'autant plus qu'on n'augmente pas les impôts à Bois d'Arcy depuis au moins plus d'une dizaine d'années. Donc ce sont des arbitrages, il faut aller chercher l'argent. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la réalisation aujourd'hui, c'est Mani Pézeshk. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup également Loïc d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. On vous retrouve vendredi prochain. Un autre agenda, cette fois-ci. Mais on ne sait pas encore. Mystère. Non. Mais peut-être je vous mettrai des années 80. J'ai vu que vous étiez particulièrement attaché à cette décennie. En fait, je vais vous lancer un défi. Il n'y aura rien sur la ville d'Antibes. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec